Écoutez, moi, je suis content de vous recevoir. J'espère que vous vous êtes sentis bien accueillis en arrivant, en tout cas. Donc, on a rigolé, c'était sympa. On a parlé de choses sérieuses tout à l'heure sur des présentations métiers. Et là, le but, c'était d'amener un côté complémentaire, mais réaliste, basé sur des témoignages réels, parce que ben, on est dans un domaine où souvent, quand on présente ce qu'on fait, on nous dit ah, c'est super, mais vous nous présentez un peu un monde de bisounours. Non, la réalité, elle fait que ben, des fois, en faisant quelques pas de côté, en franchissant des étapes, en prenant des coups, hein, on peut réussir à trouver. Voilà. Ouais. Et c'est ça aujourd'hui qui nous fait avancer. J'ai échangé individuellement avec pas mal de monde de dire mais il y a des doutes, je pense pas que ce soit possible, ou je ne pensais pas que c'était possible. Enfin voilà, et qu'on ait une RQTH ou pas, la vie, elle nous donne des coups et puis on doit prendre des virages. Et donc là, le but, c'était de témoigner que dans ce qui, depuis quelques années, je travaille dans cet environnement du handicap en milieu professionnel. Très souvent, on me dit, qui dit handicap dit métier tout de suite, cliché, espace vert, ménage, blanchisserie ou que support administratif en fait. Et moi, venant du milieu industriel, j'ai une carrière, un début de carrière un peu comme le tien, ayant travaillé dans l'industrie et dans l'organisation industrielle, je me disais qu'il y avait des places à faire en fait pour tout le monde, quoi. Et donc c'est pour ça qu'en direct a pris un virage au mois de novembre l'année dernière de proposer des services aux industriels de la région. Et donc là, sur cette table ronde, plutôt que m'écouter parler pendant une heure, on va avoir des témoignages, du coup des témoignages d'acteurs de création de parcours pour aller réintégrer des métiers qui ne paraissent pas forcément au premier abord. Des acteurs de métiers un peu, donc ça, on va avoir Phase 44, hein, la fondation Agir contre l'exclusion, qui va nous parler de programmes, un truc qui part de 360, là, tu vas nous en dire plus. On va avoir Anita, je commence par ces dames, hein, mais après on repart dans l'autre sens. Anita qui représente Up Intérim, donc une entreprise de travail temporaire qui a une particularité, c'est que elle est comme nous, elle est entreprise adaptée. Voilà. Et donc nous, on a 55% de notre effectif en situation de handicap. Anita, elle est bien meilleure que nous. Voilà, on va nous présenter ça tout à l'heure. Et c'est pour montrer le côté complémentaire de nos structures. Des fois, certains nous voient comme des concurrents. Il n'y a pas de concurrence en fait dans le secteur. Quand on dit inclusion, il faut tous qu'on se serre la main et qu'on avance. Et c'est un peu le témoignage qu'on va partager avec Anita. Philbert, un salarié en direct qu'il va falloir, à qui il va falloir que je coupe la parole tout à l'heure parce que sinon il ne va jamais s'arrêter. Non, Philbert qui va nous raconter son parcours et ce qu'il fait aujourd'hui chez un client partenaire qui est Alten et qui est représenté par Ludovic, avec qui on retravaille depuis le mois de décembre, enfin avec en direct, mais qui a une politique d'inclusion au niveau du handicap qui est beaucoup plus large que ça. Enfin, nous, on travaille ensemble depuis à peu près 10 ans pour cette même cause. Voilà. Et du coup, Alten est un acteur qui peut paraître, quand on le regarde de l'extérieur, si vous allez sur le site internet, vous allez dire, mais qu'est-ce que Alten peut faire pour le handicap? Et bien, si c'est possible, il y a plein de choses qui sont. Et du coup, j'ai assez parlé, je vais les laisser parler. Et du coup, on repart dans l'autre sens. Commence par moi. Je te laisse démarrer. Parfait. Bonjour, déjà merci Christophe pour l'invitation. Donc moi je suis Ludovic Desmar, je suis directeur de département chez Alten depuis 18 ans, basé à Nantes, originaire de la région. En quelques mots, la société Alten, c'est une société de conseil et d'ingénierie qui a été créée en 88 par trois ingénieurs. Un des créateurs est toujours à la tête d'Alten, il s'appelle Simon Azoulay, on est basé à Paris. Alten aujourd'hui c'est à peu près un peu moins de 5, autour de 57 000 personnes dans le monde, on est présent dans 37 pays. Alten, c'est à peu près 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et c'est à peu près 10 à 13 000 employés aujourd'hui en France. Et sur l'Ouest, on doit être un peu moins de 2000 consultants répartis entre deux agences, l'agence de Rennes et l'agence de Nantes. Qu'est-ce qu'on fait chez Alten? On est une société de conseil d'ingénierie, comme je l'ai dit. Donc en fait, on fournit des prestations intellectuelles à nos clients, principalement dans l'industrie, 70% de notre activité dans l'industrie, 30% dans l'IT services.
Donc on fournit des prestations à engagement de résultats. C'est-à-dire que des sociétés comme Airbus, aujourd'hui Airbus est le plus gros client de la société Alten. C'est à peu près 6000 collaborateurs qui travaillent dans le monde pour Airbus aujourd'hui. Et en fait, on va faire des prestations de réalisation de gamme de fabrication, de méthodes en qualité, en logistique, en supply chain. On fait aussi du HSE, la qualité de l'environnement. On est vraiment sur tous les métiers de l'industrie aujourd'hui chez Airbus. Nos clients, c'est EDF, c'est Alstom, c'est Thales, c'est Safran, voilà, encore Des différents. petites boîtes connues. Ouais, exactement. Des petites enseignes. C'est ça. Les profils qui travaillent chez Alten, Aujourd'hui, la société, c'est 88% d'ingénieurs, bac plus 5. Donc pas que, mais quelques mots sur le handicap chez Alten. Aujourd'hui, ça représente à peu près, en tout cas en France, hein, c'est un peu plus de 1% de salariés, ça représente à peu près 150 personnes qui sont en situation de handicap RQTH. On a une cellule handicap aujourd'hui chez Alten. On a signé cette année un accord avec nos partenaires sociaux qui nous permettent d'avoir un vrai budget pour pouvoir justement faire des journées de sensibilisation auprès de nos consultants, auprès de nos salariés. Et l'objectif, c'est vraiment d'augmenter cette part de collaborateurs en situation de handicap. C'est aussi mieux les accueillir, c'est aussi sensibiliser nos salariés à comment les accueillir, comment les intégrer, comment les former, et surtout aussi avoir du budget pour adapter les postes de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez significatif pour nous en termes d'avancée par rapport à la situation. Donc ça, c'est la partie interne. Et après, la partie externe, avec Christophe, comme il disait, on travaille depuis 10 ans. 10 ans ensemble, où en fait, c'est possible aujourd'hui d'intégrer des personnes en situation de handicap sur nos projets. Il y a toute une phase préparatoire d'intégration, de formation. Nos consultants sont aussi sensibilisés sur les projets sur lesquels les consultants vont intervenir pour pouvoir les accueillir, les intégrer. Et après, en fonction des compétences, et derrière, nous, on va réfléchir avec Christophe sur quel projet il est en capacité d'intervenir. Aujourd'hui, principalement, on travaille avec Airbus, ça représente à peu près 50 personnes qui travaillent pour Alten, pour un client qui est sur Airbus, aujourd'hui en France. On a une dizaine de sociétés partenaires entreprises adaptées en France, dont en direct depuis l'année dernière. Mais avec Christophe, on travaille sur d'autres prestations avant. On a plein d'autres histoires à écrire encore. Voilà, exactement. Et donc, Philbert qui nous a rejoint en fin d'année sur un des projets qu'on a gagné avec Airbus, où on fait aujourd'hui du support aux outils informatiques en production auprès des opérateurs et de tous les métiers Airbus. Donc, Philbert est intégré aujourd'hui à une équipe de 8 personnes qui est répartie sur le site de Montoire, de Nantes et de Saint-Nazaire. Merci. Ouais. Juste, quand on le dit comme ça, on se dit mince, quand j'entends des témoignages comme celui de Ludovic, souvent les gens rebondissent en disant mais ça a l'air facile, est-ce que ça l'est? Enfin, est-ce que c'est facile? Non. Non, on est d'accord. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des c'est solutions. rapide? Non. Mais derrière, voilà, nous, ce qu'on veut entendre de nos partenaires et de nos clients, d'ailleurs, on dit plus partenaires que clients parce que vu les pas de côté, les adaptations que font ces clients au début, ça devient des vrais partenaires. Et c'est vraiment ça qu'on arrive à travailler avec Alten. Ce que disait Ludovic tout à l'heure, une des forces, vous avez dû entendre les équipes RH vous parler tout à l'heure de Révèle Acteur, notre modèle de recrutement qui fait qu'on voit des personnes ayant une RQTH très régulièrement. Toutes les semaines, on voit 2-3 personnes en entretien. Et en fait, quand on voit une personne qui a une capacité, une connaissance, en fait, qui pourrait intéresser un partenaire comme Alten, je ne vais pas attendre que Ludovic m'appelle en me disant tiens, j'ai un projet sur lequel on pourrait vous inscrire. En fait, on s'appelle, on regarde, et c'est déjà arrivé que Ludovic fasse des jeux de chaises musicales pour laisser une place à un collaborateur en situation de handicap. Voilà, il va bouger ses techniciens, ses ingénieurs pour laisser une place, pour nous laisser une place en fait. Et c'est là où devient le vrai partenariat. Et je dis pas de côté, bon là c'est plus qu'un pas de côté, mais une fois qu'on a trouvé des sociétés qui sont en capacité de faire ça, c'est là où l'inclusion elle fait vraiment des gros pas en avant. Donc oui, c'est pas simple, c'est pas toujours facile, il y a des erreurs, il y a des ratés, voilà, il y a des fois ça marche pas, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas essayer. Parce que sur le papier, quand on regarde au départ, l'équation elle paraît pas vraiment possible. Mais Puis il y a quand même un point important, parce qu'on travaille ensemble depuis longtemps. Nous, en interne, aujourd'hui, on regarde plus le CV par rapport au handicap, on regarde le CV d'abord par rapport aux compétences.
Et là, on va réfléchir à savoir où est-ce que le candidat peut être sur quel projet. Et après, on va regarder le handicap. Mais d'abord, on regarde d'abord les compétences. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que nous, en interne, on a vraiment travaillé pour que dans les esprits, ce soit d'abord la compétence et pas le handicap qui soit un frein. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, quand Christophe nous envoie des candidats, nous, derrière, on fait circuler et le regard, il est d'abord sur la compétence. Et ça, c'est un travail. Il a fallu bouger tes équipes. Hein. Enfin, on a fait de la sensibilisation, il a fallu aller expliquer, il a fallu. Enfin, que les gens se rendent compte en fait. Et aujourd'hui, ça marche. Dans la preuve. Et des anciens collaborateurs en situation de handicap que j'avais ont été recrutés par les équipes de Ludovic aussi après. Voilà. Il y a aussi des évolutions, des parcours complets qui s'inscrivent. Donc je te remercie pour ton Merci. aujourd'hui. Merci. Et un dernier mot juste, c'est vrai que la sensibilisation aussi en interne, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a c'est 90% de handicap qui ne se voit pas. Un petit peu moins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment la place de pouvoir trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment la sensibilisation auprès de nos acteurs internes, les collaborateurs, notre direction technique, et la partie aussi client, parce qu'il faut aussi que le client soit sponsor. C'est clair. Gilbert, c'est à moi. dans tout ça. Bon, je vais embrayer alors. Merci. Ça me prépare le minutes, on terrain, a moi dit, je lance le chrono. Ah, 10 super. minutes maxi. Donc pour me présenter, effectivement, là depuis le 1er décembre, donc je travaille pour Alton, embauché par en direct pour Airbus. Donc je suis tombé dans une bonne équipe, hein. Il y avait un bon accueil. Je pense que j'ai pris ma place assez rapidement, même si ça a été très difficile. Non pas à cause du handicap, mais à cause du poste lui-même, parce que quand on débarque chez Airbus, il y a des milliers de mots nouveaux à apprendre, se repérer parmi tous les services. Et bon, aujourd'hui, au bout de 6 mois, je suis beaucoup plus à l'aise, mais je ne l'ai dit que très récemment. Les 2 premiers mois, je rentrais tous les soirs chez moi et je me demandais si j'allais continuer. Ça a été vraiment très, très dur. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a une part du handicap, bien sûr, qui pose problème. Donc, moi, je m'appelle Philibert, je travaille pour Alton, pour en direct, Airbus, j'ai 54 ans. Ma première vie, ça a été pendant 15 ans, j'étais électrotechnicien. Ensuite, je me suis spécialisé dans les ascenseurs, je fais ça pendant 10 ans. Je travaillais pour Otis, ThyssenKrupp. Puis de fil en aiguille, j'ai toujours voulu évoluer vers les automatismes et l'informatique, c'est ça que j'avais en tête dès le départ. Donc, j'ai pu faire les automatismes, j'ai travaillé dans l'automobile pour PSA, Citroën. Ensuite, j'ai eu une période où je me suis amusé dans le domaine de la haute tension, jusqu'à 600 000 volts. Et puis après, j'ai voulu redescendre. Donc, mon parcours sur 20 ans, j'ai à peu près toute l'expérience de 600 000 volts à 0,5 volts dans le processeur de l'ordinateur. J'ai une vision à peu près correcte de tout ce qui se passe entre les deux. Donc en 2006, j'ai pu faire une reconversion pour vraiment me former sur l'informatique. Donc j'ai fait 3 formations d'affilée, entrecoupées avec des périodes de travail de 6 mois pour relancer les droits, pour pouvoir reprendre une formation, tout ça. Donc je travaillais à l'hôpital de Saint-Nazaire à cette époque-là, service informatique, donc j'ai beaucoup appris. Pour revenir au handicap, alors il y a quatre types de problèmes pour l'audition. Moi, j'ai un problème d'audition depuis la naissance et j'ai vécu mes 50 premières années avec, on va dire, 50% d'audition. J'avais moins 40 d'un côté et moins 60 de l'autre. Jusqu'à l'âge de 35 ans, pour des raisons d'esthétisme, je n'ai jamais voulu me faire appareiller. Donc j'ai toujours fait semblant d'être un bien entendant. Ça ne marchait pas à tous les coups, hein. Les gens s'en rendaient compte assez rapidement. Mais voilà, j'ai toujours essayé d'avoir une suradaptation, et c'est ce qu'on appelle la suppléance mentale, la lecture labiale. Si on nous envoie 10 mots dans une phrase, il y a 3 mots qu'on ne comprend pas, faut chercher le contexte, le sens, et le cerveau compense les 3 mots qui manquent. Ça marche dans 90% des cas, mais des fois ça amène à des quiproquos qui peuvent être... j'aurais dû tous les noter, j'aurais pu sortir un livre avec ça, tellement il y en a. Donc sinon, après 2006, donc la petite histoire qui est très anecdotique par rapport à En Direct, c'est que 2006, moi j'avais en tête de devenir administrateur système réseau. Donc c'est le gars qui est dans une entreprise et qui s'occupe de tout ce qui est informatique, que ce soit le helpdesk, les serveurs, la production, tout ça.
Et en fait, je me suis rendu compte seulement à la fin de la formation que ça allait pas être possible pour moi parce que on passe son temps au téléphone, on doit être en permanence sollicité par une ou plusieurs personnes qui vous parlent en même temps qu'on travaille. Et donc, je me suis dit, ça va me poser un problème. Donc, je cherchais une voie intermédiaire et j'ai eu la possibilité de m'orienter vers le développement informatique. Donc là, c'est créer des sites internet pour les entreprises. Donc, je me suis mis à mon compte en fait en 2010 en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai fait ça, je suis toujours entrepreneur depuis 2010. En 2000, donc je fais ça. En 2016, je crée mes propres applications que je vends aux entreprises. C'est toujours d'actualité. 2017, j'ai monté mon entreprise à une SAS dans un autre domaine. J'ai eu une opportunité d'avoir l'idée avant tout le monde en France d'importer un produit que personne ne connaissait. Donc, j'ai eu une aventure comme ça qui a duré 7 ans où je me suis vraiment éclaté. J'aime bien la nouveauté. Je n'aime pas rester dans un domaine. Donc, j'ai fait ça pendant 7 ans. Je finis par me faire attraper par la concurrence. Et en même temps, en 2023, je commençais à perdre totalement l'audition qui me restait. Donc, de 40-60, je suis rendu à 10-10. Donc, je suis resté 1 an dans cette condition où je ne pouvais plus parler avec personne parce que je ne comprenais plus rien. Je mettais une petite application de transcription comme ça. Hein. Donc, je parlais à des Français comme si j'aurais parlé à des Japonais. Le petit touriste est perdu dans la rue qui se sert d'une application de transcription pour converser. Donc, imaginez les repas de famille. Donc, en fait, mais c'est très intéressant. Hein. Bon, je ne conseille pas l'expérience à tout le monde. Il faut pouvoir la vivre. Mais c'est une véritable introspection. On remet les choses essentielles à leur place. Et puis surtout, on développe des capacités. Et puis, on essaye de se dire, qu'est-ce que je vais faire pour la suite? C'est quoi le projet? Donc, pendant ces 1 an et demi où je suis resté un peu cloîtré, sans pouvoir faire grand-chose, bon, d'une part, je fermais ma boîte. Et de l'autre côté, je passais mes journées au CHU pour faire des tests, voir ce qu'ils pouvaient faire, s'ils pouvaient m'opérer ou pas. Et j'en ai profité pour faire une formation, j'ai débloqué mon CPF, je me suis formé dans un nouveau langage informatique, un nouveau framework. Ça ne me sert pas aujourd'hui, mais bon, peut-être qu'un jour ça me servira. Et donc, quand j'ai été opéré, j'ai eu 6 mois de rééducation, parce qu'il faudrait apprendre à entendre. Le cerveau doit se connecter à ce nouvel appareil. On change totalement de paradigme. Je ne suis plus dans le même univers sonore que celui que j'ai connu avant. Avant, j'entendais les basses, les médiums, une petite partie des aigus. Et maintenant, je suis passé de l'autre côté du miroir. J'entends tous les aigus, une partie des médiums, et quasiment plus les basses. Je suis un ancien musicien. Pourtant, à l'âge de 18 ans, j'étais guitariste dans un groupe. Ça a duré 4 ans. Je pense que si j'avais perdu la vue, j'aurais quand même essayé de passer mon permis de conduire, même le poids lourd, j'aurais pu le faire. Donc c'est un peu l'idée. Moi, je suis toujours dans cette optique d'aller là où il m'est interdit d'aller par nature. J'aime bien enfoncer les portes. Mais donc voilà, l'idée c'était ça. Donc à la fin des 6 mois de rééducation, j'ai fait aussi un truc que je voulais faire depuis longtemps. Je suis devenu formateur. J'adore parler devant un public. J'adore captiver l'attention. Ça se voit peut-être pas, mais moi je suis à 7,07. Et je veux bien transmettre aussi, surtout. Que vous connaissez l'adage, enseigner, c'est apprendre une deuxième fois. Donc, ça permet de vraiment intégrer toute la matière qu'on enseigne. Donc j'ai pu, c'est assez lié. En 2016, j'ai créé une application qui permet aux entreprises de faire leurs documents uniques d'évaluation des risques professionnels. On appelle ça des UERP. Et j'ai tellement bossé dessus, 1600 heures pour les développer, que naturellement, j'ai totalement assimilé toute la terminologie et toutes les problématiques du métier. Ce qui fait que je suis devenu formateur pour un organisme privé. Pendant 6 mois, je fais ça juste après ma rééducation. Donc ça a été la continuité aussi de ma rééducation. Et ça m'a bien implanté dans la réalité, à réapprendre à écouter les autres. Enfin, écouter, ça c'est une grande capacité d'écoute, mais comprendre, c'est mon problème. Et donc, juste après cette période de formation, quand j'ai eu l'occasion de venir en direct, je me suis dit, le poste qui était proposé en support informatique, pour moi, c'était revenir 20 ans en arrière et aller faire les métiers auxquels j'étais destiné avec mes études,
et reprendre à zéro quelque part cette branche-là que j'avais été obligé de laisser en plan à cause de mes problèmes d'audition, quoi. Donc aujourd'hui, c'est super intéressant parce que c'est très formateur, hein, le fait d'être chez Airbus et aussi chez Alten, les process et les méthodes de travail. Moi qui bossais tout seul pendant 15 ans, là je travaille en intelligence collective, donc c'est une nouveauté aussi. Et c'est très formateur, en fait, ça va très vite. C'est intense. Même la structure des équipes est très malléable, et c'est un peu vivant, quoi. C'est pas figé, ça se réorganise en permanence. Bon, par contre, les problèmes sont bien là, hein, même si aujourd'hui j'ai qu'une oreille, donc j'espère bientôt avoir la stéréo, avec une deuxième opération qui est prévue. Ça pose des problèmes bon, je suis à 9,22, j'ai encore un petit peu de temps. Donc on parle des problèmes parce que tout n'est pas rose, hein. Un parcours du handicap, c'est d'ailleurs la question que je voulais poser, savez-vous quel est le problème numéro 1 d'un malentendant, pas d'un sourd mais d'un malentendant? Bon, c'est la fatigue. Souvent je rentre le soir après une journée de travail, j'ai tellement carburé au niveau suppléance mentale que, comme disait un mec de TF1, je n'ai plus de temps de cerveau disponible. Je peux même plus rallumer l'ordinateur chez moi et faire quoi que ce soit parce que je vais tout donner, quoi. Il faut reposer le contexte de travail dans lequel tu es quand même. Quand tu n'es pas sur chaîne pour aller voir sur place ce qui se passe, tu es derrière un double écran avec de la visio, du sous-titrage, on t'a mis un micro qui t'emmène Voilà. Et des collègues qui arrivent sur le côté des fois pour poser des questions. C'est pas simple. Hein. Même pour un ouais, c'est ça. c'est très sollicité. Mais même nos consultants, eux, sur ce projet-là, sont aussi. C'est très intense pour eux aussi. Hein. Ouais. Mais c'est ce que je recherche aussi, je ne m'en plains pas. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que je continue ma rééducation orthophonique, auditive, même au travail, parce que je suis dans les pires conditions auxquelles n'importe quel malentendant tenterait d'échapper. Parce que moi, quand je suis devenu complètement sourd, en fait, je vais fermer toutes les portes. On est obligé de se séparer de la vie collective, parce qu'il n'y a plus d'interaction possible, sauf avec une petite appli. Donc là, c'est quand même intéressant, parce que j'entends beaucoup mieux aujourd'hui la parole que je ne l'entendais avant mon opération avec mes autres appareils. Un gain qualitatif qui est quand même pas négligeable. Et donc oui, les soucis au travail, c'est surtout ça, c'est le fait d'être en open space, parce que je ne sais pas si je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si on veut parler équipement, souvent les employeurs, ils ont peur de prendre un handicapé, parce qu'ils vont se dire, il faut faire un dossier à GFIP pour acheter le matériel, il va falloir adapter le poste et tout. Donc moi, j'ai juste besoin de ça. Je branche sur la sortie casque de mon ordinateur et ça m'envoie le son directement en Bluetooth. C'est un super avantage, mais le super inconvénient, c'est que quand les gens arrivent derrière moi, ils ne savent pas que je suis en réunion Meet, parce qu'ils ne voient pas de casque sur mes oreilles. Donc ils commencent à me parler, alors que moi, je suis déjà en train de parler de quelqu'un sur Google Meet. Mais c'est génial. En fait, la technologie me sauve la vie. Quand je reçois un appel, j'ai une application qui me transcrit automatiquement sur le téléphone. Donc, je travaille dans le domaine de l'IT et l'IT me rend la vie plus agréable et plus possible, en fait. Bon, on peut terminer là-dessus. Ouais. Merci. Je me permets juste déjà de te dire bravo, parce que au premier entretien, on s'est dit, il y a moyen de faire un truc. Et quand on a parlé du projet Shop Floor sur lequel tu es aujourd'hui, quand on avait parlé avant avec Alten, quand on te l'a présenté, je me rappelle très bien, on était dans cette pièce en entretien, et tu m'as dit de prendre ce job, ce serait une revanche sur mon handicap. Voilà. Et ça, je dois te dire, c'était une phrase toute bête, hein, mais moi qui m'a vraiment fait dire derrière, il faut qu'on y aille. Et du coup, je suis très content de t'entendre aujourd'hui parler comme ça. Donc, vraiment, merci et bravo à toi pour cette ténacité, parce que on se voit presque toutes les semaines. Et il y a des semaines où je te vois dynamique en pleine forme. Il y a des semaines où on sent la fatigue dont tu parlais tout à l'heure. Mais tu t'accroches et bravo. Et les équipes, comme tu dis, s'adaptent aussi. Merci.
Merci. Merci. Anita, Mais c'est pas facile de passer derrière. Hein. Moi, je vais c'est pas nous être. qu'il te reste plus que 8 Je- minutes. Il en Ah, il me reste 8 minutes. Bon, allez, Non. allez. Non, j'y vais. juste Anita, donc présenter ce qu'est l'EATT, voilà, et comment ça peut se retrouver complémentaire dans ce dont on vient de parler. Alors, merci Christophe d'avoir donné la parole. Donc, en fait, moi déjà, l'EA, je la connais bien parce que j'ai travaillé 25 ans dans une EA. Et aujourd'hui, donc, je dirige une entreprise adaptée de travail temporaire. Donc, ce sont des agences d'intérim inclusives. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, tous les candidats qui s'inscrivent chez UP doivent être bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs indépendants. Et nous, en fait, notre rôle, c'est de mettre en relation, c'est similaire, hein, ce que Christophe fait quand il décrit ce qui s'est passé là, avec cette belle compétence, c'est de ne regarder que les compétences, c'est ça qui nous intéresse, et de se dire, cette belle compétence, voilà, elle est mobile dans telle ou telle zone géographique, sur la région des Pays de la Loire, à qui je pourrais la proposer, quel serait l'employeur, le recruteur qui serait intéressé par ce profil. Donc en fait, on a deux types d'actions. Soit on répond à des demandes de mission de travail, soit en fait on fait de la promotion de profil. Exactement dans cette idée de se dire cette pépite, ce profil, ce savoir-être est extraordinaire et vous nous l'avez bien démontré, cette ténacité, cette volonté à s'en sortir qui est souvent beaucoup plus importante chez les personnes qu'on accompagne. Hein. Et ça, pour travailler depuis 30 ans dans cet univers-là, c'est vraiment vrai. C'est pas de la langue de bois de vous dire ça. C'est que les gens qui ont subi des choses un peu compliquées, le jour où vous leur tendez la main et vous leur présentez une solution, bah, ils font comme vous, ils y vont, quoi. Ils ont vraiment envie que ça marche. Donc aujourd'hui, il y a une logique de parcours et nos agences, elles travaillent avec des entreprises adaptées, comme en direct. On n'est pas du tout concurrents. En fait, on travaille dans le même objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de réduire le taux de chômage et la durée du chômage des personnes en situation de handicap. C'est de travailler à l'égalité des chances dans le retour à l'emploi, même si on sait bien que ça, c'est pas vrai, justement. S'il y avait une égalité des chances, eh ben, on n'aurait pas un taux de chômage x2. Donc, on sait qu'il y a des choses à faire. On sait qu'il y a des sociétés qui ont envie, très envie de rentrer dans leur obligation des 6%, mais qui savent pas trop comment faire. Donc, à ces sociétés-là, on dit, venez contacter les entreprises adaptées et les EATT parce qu'on a très, très probablement des compétences pour vous, des compétences qui vous attendent. Et pour compléter aussi, on travaille dans tous les secteurs métiers. Donc, tertiaire, industrie, logistique, bureau d'études, tout, en fait. Hein. On est le reflet, si vous voulez, c'est 6 à 10% de demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap. C'est quand même le reflet de la société, c'est multimétier. Et on n'a pas que des gens qui font, des services d'espace vert et de propreté, même si j'ai énormément de respect pour ces métiers-là, qui sont d'ailleurs très pénuriques, j'en cherche. Voilà, et tout le monde en cherche. Donc, tous les métiers sont intéressants et se retrouvent dans nos EA. Si on veut, on peut vous accompagner, en tout cas, pour toutes vos recherches. Et voilà, hein, on travaille en réseau. Vous parliez d'intelligence collective. Je pense que justement, moi, je remercie Christophe, qui est un dirigeant qui a une vraie intelligence collective pour présenter les différentes solutions qui se présentent. Et parce que le but, c'est, il y a un bénéficiaire, il recherche un emploi, voilà son profil. Qui peut l'aider? Le premier qui va l'aider à retrouver un emploi, c'est formidable. Que ce soit Christophe, que ce soit moi, que ce soit une autre structure, peu importe. C'est important de se connaître sur nos territoires. Il nous arrive aussi, si nous, on n'est pas la solution pour un candidat qui vient nous voir et on se dit, tiens, il n'est pas encore avancé dans son projet professionnel, parce que nous, il y a deux choses très importantes. Il faut que le projet professionnel il soit avancé pour pouvoir dire dans quel métier je veux travailler. Et puis, il faut avoir suffisamment d'autonomie pour prétendre à travailler directement dans le milieu classique, bien évidemment. Donc, si ces deux cases-là, elles sont pas cochées, pour nous, c'est très, très important de donner des conseils à un candidat qui reparte pas avec encore une image, avec encore quelque chose de négatif. Donc, on puisse lui dire, tiens, moi, je pense qu'il faut plutôt contacter FAS, qu'il faut plutôt faire un bilan transition pro, etc. Enfin,
On essaie toujours de donner des solutions. Et ça, c'est parce qu'on se connaît qu'on peut prescrire, qu'on peut orienter. Et ça, c'est une vraie force, en fait, de travailler en réseau et pas tout seul dans son coin. Parce que il n'y a pas qu'une solution, il y en a souvent plusieurs en plus. Donc, voilà. Merci. Pour compléter ce que tu viens de dire, dans cet écosystème, je dirais, qui est plutôt un système qu'un écosystème, parce qu'il doit toujours s'élargir, la table ronde, il y a 2 jours à Angers, en fait, on avait la présidente du Conseil général qui était là, qui représentait une voix politique. On a eu des échanges avec des partenaires de l'emploi, mais dans cette équation, il y a le côté politique, il y a le côté industriel, il y a le côté chercheur d'emploi, en fait, et tout le monde est plein de bonne volonté, plein de motivation. Et de ce que tu viens de dire, c'est ça la clé pour moi, c'est de faire du lien entre tous ces acteurs qui dépensent une énergie de fou pour une belle finalité, mais qui à un moment donné sont heurtés au bout de leur impasse. Mais en fait, s'ils connaissaient ce qui se passait de l'autre côté, ça pourrait faire du lien et aller encore beaucoup plus loin. Et c'est là où moi je trouve que notre rôle est aujourd'hui, c'est de faire du lien entre tout cet écosystème. Et on a la chance d'être quand même dans une région très dynamique. J'échange aussi avec beaucoup de dirigeants d'entreprises adaptées d'autres régions qui n'ont pas cette chance. En Pays de la Loire, on a quand même des politiques et des associations et des entreprises qui sont quand même très actives. Et on a un groupe de travail, par exemple, qui est piloté par la préfecture, l'adresse avec la MDPH, les partenaires de l'emploi, avec des représentants de l'insertion des apps et d'entreprises adaptées, ou avec l'ancienne directrice, on représente les entreprises adaptées. Et on est là pour faire du lien, quoi. Et on vient de signer, par exemple, des conventions avec des ESAP pour dire il faut faire du lien dans un sens ou dans l'autre. Il faut créer ce lien. Voilà. Et donc là, on est en train de regarder comment le faire avec l'insertion pour justement créer des parcours qui ne sont pas des parcours prédéfinis, en fait. Mais comme on est tous particuliers, on ne rentre pas tous dans les routes prédéfinies qu'on nous a définies à un moment donné, quoi. Donc, allons faire des passerelles, des liens entre tout ça pour que ça fonctionne. Et la passerelle via le ATT, pour nous, elle est hyper importante, quoi. Voilà. Merci d'avoir bien voulu venir. Merci, voilà. merci Christophe. Et on vient de parler de parcours, d'avoir des projets bien définis, etc. Du coup, transition formidable. Donc, c'est à moi de parler. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est ma première venue chez En Direct. Pour moi, c'est une nouveauté, le handicap. C'était je suis une vieille dame, mais pour autant, dans mon circuit professionnel qui est très long, je n'ai pas eu beaucoup à affronter ou à me confronter au handicap. Donc, c'est un intérêt pour moi depuis quelques années. Et dans les réseaux sociaux, je redistribue, je republie des choses que je vois sur le handicap. Et puis, petit à petit, des gens m'ont contacté, etc., etc. Des opportunités sont arrivées chez FAS. Et je vais vous présenter donc l'association pour laquelle je travaille. Donc, FAS, c'est Fondation Agir contre l'exclusion. Ça existe depuis une 50aine d'années sur la France. Il y a 60 départements en France qui ont un FAS. En Loire-Atlantique, on est présent depuis 20 ans maintenant. Et nous agissons sur 4 champs. Le champ de l'emploi, qui nous concerne aujourd'hui. Le champ de l'éducation. Donc, j'ai une relation avec le handicap aussi, le champ de l'éducation. Le champ des entreprises et le champ de la médiation. Donc ça, c'est la photo générale de FAS. Et moi, je suis chargée de mission d'accompagnement individuel et de projet. Donc là, je navigue entre les deux, là, le projet et l'accompagnement individuel. Alors, comment est-ce qu'on accompagne les gens chez FAS? De 2 manières différentes, vers l'emploi, je parle. En individuel ou en collectif. En collectif, j'ai des collègues qui sont spécialisés dans des jobs, ce qu'on appelle chez nous des jobs académiques. Alors, ça peut être des spécial RSA, spécial jeune, spécial senior, spécial. On a eu une spéciale handicap, mais il y a 10 ans. Quand même. J'y étais. Voilà, et c'était une réussite, mais voilà, faut donc refaire. voilà, ça s'est pas reproduit, pourtant ça avait été une réussite. Donc, coup d'épée dans l'eau, enfin, ça avait marché une fois, mais bon, voilà. Et puis, mais malgré tout, sachez quand même que sur les 300 personnes en situation de recherche d'emploi, il y a 25% qui sont en situation de handicap. Donc, et c'est normal, dans les gens qui viennent nous rencontrer, certaines ont une reconnaissance de travailleurs handicapés.
Comment ça se passe? Eh bien, il suffit de m'appeler. En fait, c'est pas compliqué. On fixe un rendez-vous, on échange d'égal à égal, hein, on n'est pas l'entreprise, on n'est pas l'institution, on n'est pas France Travail, on est juste une asso. On est là pour vous écouter. Et donc, au contraire, là, du coup, c'est là où la complémentarité existe complètement. Et moi, je suis ravie d'être là parce que c'est le début de quelque chose. En fait, c'est qu'on part de vous, enfin du bénéficiaire, ce qu'on appelle nous bénéficiaires, donc le chercheur d'emploi. S'il a un projet, c'est bien, on va travailler sur son projet, CV, lettre de motivation et plus. Tu pourras parler de 360 plus tard. Et, ensuite, s'il n'a pas de projet, ben, on essaie d'en construire un. Et pour ce faire, on a des visites entreprises possibles, on a du parrainage, du marinage, puisqu'on a 220 entreprises partenaires. Hein, voilà, donc partenaires de différentes manières. Hein, ça, je ne vous explique pas tous les détails. Et 60 bénévoles qui travaillent aussi pour nous. Et sans les entreprises partenaires et sans les bénévoles, il n'y a pas de trace. On est mort. Ils sont vous, bien sûr, enfin, sans les bénéficiaires. Donc, tout le monde est bienvenu chez nous à partir de moins de 18 à plus de 60 ans. Bac moins, bac plus, on s'en fiche. On est là, on vous écoute. On a des solutions, on les explore et on les exploite. On n'a pas de solution, eh ben, on fait comme on redirige vers notre réseau parce qu'on a un grand réseau aussi d'associations avec lesquelles on travaille depuis des années maintenant, soit associatifs, soit les entreprises de travail temporaire, soit etc. etc. Donc, la démarche handicap, je vous disais, pour moi, c'était nouveau et pour FACE, c'est presque nouveau aussi, sur le plan collectif. On a répondu à un appel d'offres, la Fondation FACE parisienne a répondu à un appel d'offres de la Fondation Google. Donc, l'argent vient de loin. Ils doivent avoir quelque chose à se racheter ou je ne sais pas quoi. En tous les cas, l'argent vient de là-bas, c'est un petit chèque, voilà. Et donc, nous, enfin, on s'est positionné, FACE 44 s'est positionné sur cette action. Et ma directrice, notre directrice Pauline Goyer, nous a demandé qui veut être coordinateur. Moi, j'ai dit, moi, je veux. Moi, je veux bien prendre donc, l'action s'appelle 360 degrés. Alors, n'y connaissant rien et n'ayant pas la prétention de tout savoir, même, voilà, même quand on est avant son âge, on apprend tous les jours. Et c'est ce qui m'intéresse aussi, d'apprendre tous les jours. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'APF, donc France Handicap, que vous connaissez tous, ou presque, en tous les cas anciennement, les Paralysés de France, qui sont maintenant APF France Handicap, vous les connaissez. J'ai rencontré des personnes en situation de handicap et avec eux, j'ai monté une petite équipe pour monter 360 degrés. Et 360 degrés, ça a démarré la semaine dernière. C'est 8 personnes qu'on accompagne vers l'emploi. Certains, alors ils ont 8 handicaps bien sûr différents. Hein, donc la grande difficulté pour moi, c'était de dire 8 personnes en situation de handicap complètement différents. Comment on va pouvoir jongler entre tout le monde? Donc on a fait quelque chose de très light, adapté pour tous. Alors ça démarre sur la connaissance de soi, développement personnel, c'est assez classique, hein, mais on a fait l'entonnoir. Hein, ils ont fini l'entonnoir là, de ce premier module ce matin. Et on va continuer maintenant sur les techniques de recherche d'emploi classique, le CV, la lettre de motivation, les visites entreprises également s'ils en ont besoin. Et ça se termine le 9 juillet, donc comme je vous ai dit, c'est très court. Par contre, là, c'est l'option light, on commence là simplement. L'idée derrière, c'est de partir de leurs besoins. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous manque? Et en fonction de leurs besoins, on va aller plus loin, soit en collectif, soit en individuel. Parrainage, marrainage, mentorat, visite entreprise, PMSMP, donc période d'immersion en entreprise, avec des vrais challenges, j'espère, au niveau des entreprises, parce que l'idée, c'est quand même, sur du long terme, d'avoir une système. Alors moi j'appelle ça une systémique, mais c'est vrai que c'est. Toi tu appelais ça comment tout à l'heure? L'écosystème, voilà, moi j'appelle ça la systémique. Ouais. On part du bénéficiaire en fonction du bénéficiaire, qu'est-ce qui existe et comment est-ce qu'on peut se connaître tous, nous déjà, pour mieux vous accompagner, vous. En fait, voilà, c'est ça l'idée. Donc chez FACE, vous êtes les bienvenus, vous et ceux que vous ne connaissez pas, avec ou sans RQTH, hein, et avec ou sans handicap. C'est pour tout le monde, de moins de 18 à plus de 60. Voilà. Merci. J'ai pris des notes, j'ai mis des mots-clés. Je vais essayer de faire une synthèse de tout ça. Non, ce qui est hyper encourageant, c'est qu'on peut voir qu'à tous les niveaux du parcours et de la réflexion qu'on peut avoir dans son parcours de réflexion professionnelle, plutôt, pardon, c'est qu'il y a des acteurs qui sont là, on ne les connaît pas forcément.
Et je dirais déjà, premier acte, c'est soyons tous, enfin, où que nous soyons situés, être à l'aise pour aller poser des questions et chercher les bons interlocuteurs, quoi. Et c'est pas parce que le premier est pas le bon et qu'il peut être un frein, un mur qu'il faut qu'on s'arrête là, en fait. Moi, j'ai entendu beaucoup d'énergie positive, de ténacité dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, et c'est une des clés. Enfin, ténacité, audace. Enfin, il faut oser y aller, quoi. Pour pouvoir aller au bout de son projet. Faut communiquer. Voilà, les parcours seront pas simples, hein. Enfin, on a tous, et là, RQTH ou pas, hein, enfin, la vie elle est semée d'embûches et donc après il faut faire avec, il faut s'adapter, il faut attendre l'opportunité, le moment, travailler euh, sans jouer un rôle. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'on a entendu, c'est plus on est sincère, plus ça sera simple de trouver sa place. Enfin, enfin, Fabien, tu es en face de moi, du coup, avant que tu le dises, je te le prends. Voilà. Enfin, Fabien dit souvent, ce qu'il ne faut pas, c'est, enfin, faut pas jouer un rôle, en fait. Enfin, quand on essaie de jouer un rôle, à un moment donné, bah, on se heurte à des murs, quoi. Et dès qu'on décide d'être soi-même et de se dire, faut pas que je cherche à être dans la normalité, et ben là, on peut construire, en fait, sa place et son parcours. Et donc là, c'est encore une fois des témoignages qui vont dans ce sens. Et après, enfin, on se fait accompagner dans ces réflexions, dans ces parcours, on se rend compte que, ben, en fait, il y a de l'impossible qui peut devenir possible. Une fois qu'il y a des acteurs qui vont mettre en fait les projets, l'humain au cœur, je te regarde aussi. Il y a plein de, enfin, voilà, allez discuter avec le monsieur aussi après, voilà, il fait des choses incroyables aussi. On ouvre des portes, on crée des places, et du coup, l'inaccessible devient accessible quand on est bien accompagné et qu'on s'en donne les moyens. Donc vraiment, merci pour vos témoignages. Et du coup, enfin, on en arrive à parler de handicap, de clichés, de préjugés. On a parlé de métiers qu'on pense tous accessibles pour en arriver à un témoignage d'une société comme Alten. Et ça aussi, c'est possible. Voilà, il faut juste faire du lien, quoi. Donc, soyez vous-même, abandonnez pas vos projets, hein, trouvez juste les bons interlocuteurs avec qui en parler. Je peux juste rajouter juste parce que j'étais un peu. Je te laisse 25 minutes de plus. Non, c'est pas juste, vrai. moi, je suis issue du monde de l'entreprise. Je suis issue du monde de l'entreprise. J'ai un parcours, j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'étais à mon compte plusieurs fois, j'ai recruté, j'ai pas recruté, voilà. J'étais salariée. J'ai fait plein de choses dans ma vie, ici ou à l'étranger. Mais en tous les cas, donc je connais l'entreprise. Et l'entreprise ne connaît pas le handicap, elle a peur du handicap. En fait, le vrai handicap, c'est de ne pas avoir le talent. C'est ce que j'ai mis dans mon post la semaine dernière. C'est ça le vrai handicap. Et hein, c'est vrai. Hein. Et en fait, l'entreprise, c'est idiot parce que faut voir ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de voir les compétences. Si toutes les entreprises étaient comme la vôtre, bah, c'est vrai que du coup, comme Alten, tout le monde soufflerait. N'ayez pas peur, n'ayez pas. Moi, le seul mot, n'ayez pas peur. Oser, je rebondis parce que vraiment, vous pouvez saisir des opportunités. Moi, j'ai une jeune femme qui s'appelle Agathe. Elle a commencé début de semaine dernière. Il y a peut-être un effet de cause à effet. Elle a eu 4 entretiens, 2 cette semaine, 2 la semaine prochaine. Et voilà, donc en fait, ça commence à bouger. Le fait qu'ils soient ensemble, 8 profils différents, ça bouge, ça parle, on discute de son. Voilà, et puis ça avance. Et puis on est pareil que les autres finalement. Donc juste quelques petites différences. Mais vous avez des compétences, des talents, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et ça, on peut vous préparer, non seulement vous, mais nous, l'entreprise aussi, on vous accompagnera dans l'entreprise. Enfin, voilà, c'est ça l'idée, c'est pas vous laisser seul, c'est pas ça. Voilà ce que je veux dire. J'imagine que vous faites la même chose. Dire, je vais couper le Ah ouais, je coupe là, c'est bon. Non, mais je voulais leur donner un coup de boost là. Voilà. On a beaucoup parlé. Ouais. À vous. Des questions, des remarques, des interrogations. On a dit qu'il fallait causer. Donc là, c'est le moment. Après, on peut causer aussi en tête-à-tête, pour ceux qui veulent derrière. Mais si vous avez des questions, pas hésiter. Enfin, la question que vous posez, sûrement que quelqu'un d'autre la pose. Donc, il sera bien content que ce soit vous qui la pose. Vous dites. Non. Ouais. Est-ce que tu peux soyez vous-même et on peut dire deux choses? C'est quoi? C'est joli des fois les mots. Audacieux. Quand j'aurai le compte rendu du plot, je dirai. Moi, je vais rajouter quelque chose quand même important, c'est on parle de réseau, et déjà je remercie Christophe, parce que depuis des années qu'on travaille ensemble, et on le voit aujourd'hui, il a réussi à créer un réseau de confiance. Ça, c'est important. Et ce réseau de confiance, aujourd'hui, il permet quoi? Il permet que tout le monde peut trouver sa place quelque part. Parce que moi, je peux pas embaucher tout le monde, je peux pas embaucher tout le monde, mais il y a des opportunités pour tout le monde.
Et après, il faut les saisir. Et aujourd'hui, il y a tout un réseau de confiance qui permet d'avoir ces opportunités à disposition. Donc le message, Philbert m'a expliqué, c'est la ténacité et l'envie d'aller trouver sa place en fait. Et je pense que c'est ça qui est important. Et ce réseau de confiance, c'est vraiment la pierre angulaire pour vous aider, quoi. Ouais. Et puis, si je peux me permettre, des témoignages comme le vôtre ou des intégrations réussies comme le vôtre, ça ouvre des portes, ça ouvre le champ des possibles. Parce que quoi de mieux comme témoignage que quelqu'un qui vit ce que nous, on raconte en fait, hein. Et donc, ça rassure, ça a fonctionné. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans un autre service, avec une autre personne? Puis après, on a tous la particularité, je crois, de faire la même chose. On fait du sur-mesure en fait. On n'a pas il n'y a pas de procédure type RH chez nous, surtout pas. Et moi, si c'est un métier de passion que j'exerce, c'est parce que justement, à chaque rencontre, j'ai des nouvelles pensées. Je pense à autre chose, je pense à faire différemment. Je pense à m'adapter à chaque fois aux besoins de la personne. Et puis après, je pense aussi que ce qui nous anime, c'est que plus c'est compliqué, plus moi j'ai envie, en fait, quand vraiment la personne, elle en veut, quoi. Et qu'elle a envie d'intégrer un service, on va vraiment se donner le Et maximum. heureusement, parce que la première réponse qu'on a toujours, c'est non. Heureusement qu'on parle comme toi. Ok, fermez la porte, on va arriver par la fenêtre. Ah, c'est ça. Après, mais j'aime pas les oui mais aussi, parce que oui mais égale non. Hein. Donc, mais bon. Mais de ne pas s'arrêter au non, c'est hyper important. Alors, je suis désolé, il y en a qui étaient là tout à l'heure quand je racontais ça, mais hier, j'ai eu une visio avec un client industriel du secteur d'Angers. Premier rendez-vous, on n'arrive pas à avoir le rendez-vous physique, donc on lui fait le coup on ne va pas vous prendre beaucoup de temps, c'est une petite visio, voilà. Donc, on finit par avoir une demi-heure de visio, c'est formidable. Et une des premières remarques, on commence à se préparer, on se dit ah bah mince, c'est dommage, on a filé la numérisation à quelqu'un d'autre déjà. C'est très bien, est-ce que c'est secteur adapté? Oui, formidable. Oui, mais du coup, on n'a plus rien. Je m'attendais, où sont vos métiers sous tension? Où est-ce que vous avez du turnover? Est-ce qu'il y a des gros projets industriels dans le coin? Voilà. Donc oui, il y a des métiers sous tension et il y a une grosse migration SAP qui est en train de se faire. Je dis, mais ça m'intéresse, c'est ça qu'on va développer, quoi. Voilà. Et en creusant, le rendez-vous d'une demi-heure, il a duré presque 1h30. La personne elle était toute seule, ils ont fini à 2. Et on y retourne dans 15 jours avec mon responsable d'agence d'Angers. Et on va faire une visite d'entreprise et on va aller voir le responsable des achats. On voit différents responsables et ils commencent à parler d'un plateau de 3-4 personnes dans direct pour aller les aider à finir de déployer leur SAP. Je te rassure, je leur ai dit que si c'était hyper compliqué, on emmènerait une boîte de consulting avec nous. mais en fait, on ne s'est pas arrêté au non encore, parce que ça démarre toujours par un non. Quand j'ai dit tout à l'heure, oser, l'audace, toi aussi, quand il y a un non, Philbert, s'il est là aujourd'hui, c'est que il est passé au-dessus de ses noms. Un dernier truc que j'ai retrouvé avant de venir, parce que je préparais un peu ce que vous allez dire. J'ai retrouvé un CV que j'avais fait en 2012. Donc ça date déjà, hein, depuis 20 ans. Et ça résume un peu tout ce qu'on a dit. J'ai sous la main. Peut-être le spécialiste des CV pour le lire à ma place. Ouh là là, mais moi, j'ai les yeux qui sont très vieux, donc je ne vais pas pouvoir. C'est une lettre de motivation. C'est une lettre. Ouais. Candidature pour un poste de technicien. Vous voulez que je lise? Oui, si vous voulez. Je vais prendre mes lunettes. S'il te plaît, parce que moi j'ai que ça de soleil. Alors, 2012. Saint-Nazaire, 30 octobre 2012. Candidature pour le poste de technicien. Monsieur, au cours de ces dernières années, j'ai acquis de solides compétences en administration système, développement web et intégration de données. Le poste proposé m'intéresse tout particulièrement car, bien qu'ayant des références personnelles en développement et intégration web, je ressens le besoin de m'intégrer dans une équipe pour continuer à progresser, notamment en travaillant sur des applications métiers complexes. Étant d'un tempérament naturellement curieux et avide de connaissances, habitué au changement d'environnement, je me forme très vite à toute nouvelle technologie ou méthode de travail.
J'ai juste une différence avec les autres candidats, un problème d'audition. Tout le reste fonctionne très bien. Je suis globalement capable d'assurer une conversation téléphonique, mais il est préférable que cela reste occasionnel et limité aux collaborateurs proches. Il serait donc judicieux de ne pas me mettre à un poste de type hotline, mais proposerait-on à Red Charles ou à Gilbert Montagnier d'être chauffeur de taxi, conducteur de bus ou surveillant dans un magasin? Pourquoi pas? Vous trouverez si joint ma RQTH. À ce titre, m'embaucher vous permettrait, comme vous êtes une PME de 25 salariés, d'atteindre le quota de 6% de personnes handicapées au sein de vos effectifs. Sur le plan financier, vous seriez exonéré de la taxe FIP, qui représente 400 fois le SMIC horaire. Ok. Et si vous n'avez mené aucune action en faveur de l'emploi des personnes handicapées depuis 3 ans, eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire, car c'est 14 100 € d'économie que vous feriez grâce à moi. Bon. Vous conviendrez qu'à compétences égales, mon profil peut s'avérer très intéressant. Je vais vous prendre en commercial, en fait. Mais il est vrai que je préférerais être embauchée pour mes qualités professionnelles et non pour un relatif intérêt économique. Pour certains employeurs, le handicap est un obstacle, pour d'autres, une chance. À vous de voir. Persuadée qu'une lettre ne peut révéler totalement ma personnalité et mes compétences, je souhaite vous rencontrer afin de vous convaincre de ma motivation. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de salutation. Je m'amuse à faire ça en vrai. Je les ai envoyés ces CV. Ouais. Mais pas à tout le monde. J'adore, on n'a pas eu celui-là. Il y a d'autres questions ou remarques ou enfin, quelque chose qui vous a interpellé? Une question qui arrive dans le monde de l'handicap. C'est un accident un peu récent. Et correction pour votre lettre de motivation qui est tellement vraie. Est-ce qu'il y a un recruteur ou un futur accompagnateur souhaite vraiment entendre qu'on a un handicap et qu'ils peuvent avoir des avantages économiques ou pas? Je ne sais pas si c'est judicieux, selon moi. Je commence un peu dans ma reconversion à me poser ces questions-là. Je lève le doigt pour répondre à Laurent-Anita. Tu vas répondre la même chose que moi, donc vas-y. Pour l'avoir, c'est un sujet qui revient tout le temps, donc merci de poser la question, parce que je pense qu'il y a des gens qui se la posent ici, et on me l'a posé 2 fois depuis ce matin. En fait, je dis toujours, pour moi, il faut le mettre. Enfin, si Gilbert, tu avais envoyé ça à 100 boîtes, s'il y en avait une qui répondait, c'est que la personne, elle était prête à accueillir et que Gilbert allait intégrer une entreprise qui était prête aussi et qu'il allait passer des bonnes journées. Voilà. Le fait, moi, je dis de ne pas forcément le mettre, fait que vous pouvez intégrer une entreprise qui ne sera pas prête à vous accueillir. Vous allez peut-être passer les barrages, vous allez démarrer, vous allez, comme le dit Fabien des fois, jouer un rôle, faire semblant, faire comme s'il n'y avait pas de handicap pendant des semaines, des mois, jusqu'à vous fatiguer ou vous rendre un peu plus malade, typiquement que ce soit très dur. Et à un moment donné, ça va sortir. Et là, quand votre employeur va le savoir, la première chose qu'il va faire par solution de facilité, vous m'avez menti. Voilà. Et je veux dire, s'il est prêt, il va y aller. Et ça, il aurait aimé le savoir avant, pour adapter, etc. les postes. Par contre, s'il n'est pas prêt à vous accueillir, c'est même pas la peine de démarrer chez lui, peut-être. Donc, moi, c'est ce que je dis. Après, il y a plein de discours différents, mais voilà. Ouais. Non, mais moi, j'ai le même discours, hein, c'est sûr. Ouais. Les compétences au-delà des apparences. Et puis après, pour ce qui est de l'intérêt qui fait qu'un client va venir vers nous ou pas, vers nous, entreprise adaptée ou pas, moi, je dis quelquefois, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Moi, ça ne me gêne pas qu'il vienne parce qu'il a un problème, parce que son comptable lui a dit « c'est bon, là, la ligne de taxe ex-AGFIP et maintenant URSSAF, il faut travailler ce sujet-là ». Ça ne me gêne pas, en fait. Si réellement on en arrive au poste de travail, à l'accueil d'une personne en situation de handicap dans de bonnes conditions, ça ne me gêne pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Il y a des raisons qui sont propres à chaque organisation. Il y a aussi, et ça j'aime bien le dire, plein de sociétés qui ont dépassé les 6% et qui continuent parce elles ont bien dépassé tout ça. Elles ont compris qu'elles recrutaient juste des personnes lambda comme vous et moi et qu'elles recrutaient des personnes engagées et compétentes. Et alors, qu'est-ce qu'on demande de plus? Rien d'autre.
on a juste la singularité d'avoir une RQTH, mais on est tous singuliers ici. Hein, on est tous différents. Moi, je dis quelquefois, hein, la RQTH, je rappelle, c'est la reconnaissance d'une... on est en situation de handicap dans une situation de travail donnée, mais pas dans toutes les situations. Je suis boulanger, je suis allergique à la farine dans la situation de mon ancien métier. Mais si on travaille les compétences transposables et que l'on se dit, bon, monsieur, vous connaissiez le milieu industriel, mais si je vous sors de cet univers-là, vous savez travailler sur machine, ceci, cela, eh bien, ce monsieur-là, typiquement, il ne sera plus en situation de handicap dans un environnement où il sera plus en contact avec de la farine, vous voyez? La RQTH, c'est dans une situation donnée. C'est pas, on n'est pas en situation on n'a pas une RQTH pour toutes les situations. Et je pense que c'est peut-être là notre expertise, c'est d'avoir des chakras qui s'ouvrent et de penser à plein de possibilités quand on rencontre un candidat. Parce qu'on est tellement habitué à travailler avec plein de sociétés différentes qu'on pousse des portes. Et ça marche. On a fermé les portes à clé pour pouvoir être tiré. Maintenant, on va les ouvrir. Je me permets en tant qu'agent globalement pour le temps de travail. C'est vrai que quand on regarde les offres d'emploi, par exemple, tout ce qui est 80%, mi-temps, etc., c'est pas. Il y en a peu. Il y a peu de c'est missions. désertif quoi, à ce niveau-là. Sur des problématiques de handicap, c'est quelque chose qui peut ressortir en besoin. Oui, tout à fait. C'est peut-être le sujet numéro 1. Tout à fait. Globalement, parce que c'est clairement désertif le côté passant. Ouais. Alors, Christophe a dit qu'il ne fallait pas de langue de bois, donc il n'y a pas de langue de bois. Donc, je vais vous dire oui, il y a un réel problème. C'est peut-être en France même. Hein. Il n'y a pas assez de temps partiel qui sont proposés. Donc, il faut quelquefois forcer un peu la main, dire, mais attendez, demi-temps, ça peut faire un temps plein, et moi, je m'engage à ce que, voilà, il y ait un tuilage entre mes deux candidats et vous n'y verrez rien. Quelquefois, ça marche. C'est ça notre métier, hein, nous, c'est d'essayer de faire un petit pas de côté, quoi, hein, aux recruteurs. Néanmoins, oui, vous avez raison, de très nombreuses personnes qui ont une RQTH pour des raisons de fatigabilité, ne peuvent pas honorer un temps plein. C'est ça leur adaptation nécessaire, c'est pas forcément matériel. Et en face, moi, j'aimerais avoir beaucoup plus de missions à temps partiel à proposer. Proportionnellement, j'ai trop de demandes et pas assez de propositions. J'en ai dans certains domaines métiers, parce qu'il y a des métiers qui sont plus appropriés à la mission ponctuelle. Je travaille dans l'événementiel, par exemple. On commence à avoir des missions dans l'événementiel et qui sont formidables. Alors, c'est pas ça qui nous fait vivre, hein, parce que c'est que quelques heures à droite, à gauche, mais qu'est-ce que c'est formidable d'avoir une dizaine d'intérimaires qui vont assurer l'accueil de tel ou tel salon, qui gèrent le bar, le vestiaire, l'accueil, enfin, voilà. Donc on en a, mais pas assez. C'est sûr. Et après, c'est à nous d'être force de proposition, comme tu dis. Là, on a un client qui nous fait part d'un besoin, par exemple, et en discutant avec autre qui cache à genoux là-bas sur la terrasse, elle nous a dit, mais attendez, il y a le besoin du client, il peut se décomposer en deux, en fait. Il peut y avoir une partie chez lui, il peut même y avoir une partie dans notre agence faite par un autre collègue. Voilà. Et quand je commence à dire ça à mon client, je dis, bah, moi, j'y ai pas pensé, mais si c'est vous qui gérez, au final, il me dit oui, quoi. Mais au départ, si de bout en bout, je lui avais dit avant de lui proposer une solution, est-ce que le temps partiel, tu l'ouvres ou pas sur ce besoin, bon, non. Voilà. C'est encore une fois aller chercher une ébauche de solutions à proposer pour lancer la discussion et ouvrir le sujet, quoi. Mais enfin, moi, c'est une des difficultés numéro 1. Les demandeurs d'emploi, je ne vais pas sortir de pourcentage parce que je ne connais pas, mais veulent du temps partiel. Les entreprises veulent du temps plein. Et quand on dit, c'est pas grave, demi-temps, ça te fait un temps plein, mais non, c'est pas pareil. Ça va doubler mon temps d'organisation, de management, de ceci, de cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le modèle de direct, pour le
ramener à nous. Il y a des missions chez les clients, il y a des missions ici, il y a des mix entre les deux. Et en fait, le fait d'avoir toutes ces possibilités permet de pouvoir après découper un peu ces postes-là. Là, aujourd'hui, tous les salariés ont presque tous des horaires différents chez nous, en fonction de leur fatiguité, de leur temps de travail, de l'arrivée de leur bus au bout de la rue. On a tout individualisé et c'est pas grave. C'est sympa, on a le temps de dire bonjour parce que tout le monde arrive les uns après les autres. J'imagine que le stack est sans on a mis ça en place, on a mis des pauses café en place et notre productivité a augmenté. Bah oui, c'est sûr. Des conférences. La marque employeur, la qualité de vie au travail, la convivialité, c'est essentiel. D'autres questions ou vous en pouvez plus, vous voulez prendre l'air? Oui. Moi, c'est pas des questions, mais je veux dire en fait, il faut vraiment sensibiliser les entreprises. On le fait de différentes façons. Ouais. Parce que moi, j'étais dans une entreprise et j'avais pas manqué, j'avais bien vu mon chef le projet, mais quand on est parti, quand même à la fin, quand on a regardé, est-ce que Cap Emploi vous a accompagné dans le maintien dans l'emploi en fait? J'ai fait mon ancien travail, mais ça d'accord. Donc, des fois ça marche, souvent ça marche. Je sais pas, moi j'ai eu que des mauvais. Faut pas généraliser. Faut réessayer. Faut réessayer. Non, comme partout. Et là, la preuve est là, parce que ce sont des histoires de personnes et pas de boîtes d'entreprise. J'avais essayé en tout cas pour le 85. Mais comme j'ai trouvé cette question. On la vendait aussi. Non, mais c'est pas attention, Christophe. Attention, Christophe. Il y a des Vendéens dans cette salle. Ce que je disais, c'est que je suis restée pas longtemps dans l'entreprise, donc c'est fait que j'ai pas eu le temps de voir avec eux. J'ai eu justement des questions, mais j'ai pas eu le temps d'approfondir. Ce qu'on fait aujourd'hui, et ce que nos salariés font tous les jours, c'est de la sensibilisation. Quand on a lancé l'année dernière les prestations qu'on appelle in situ clients, c'est-à-dire que nos salariés ne sont pas que à travailler dans nos agences, mais vont le faire chez nos clients, c'est une façon de sensibiliser. Quand j'entends Ludovic tout à l'heure me dire, mais les collègues eux aussi subissent de la fatigue, il y a de l'entraide, c'est top quoi. Là, petit à petit, c'est comme ça qu'on fera chacun notre chemin pour aller sensibiliser. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une grosse équation, il y a vraiment du monde. Il y a les politiques, il y a plein d'assauts, il y a plein de gens qui ont envie de faire bien. Mais il faut qu'on discute entre nous. Et malheureusement, en France, il y a une culture quand même un peu on parle de concurrence, on parle ça c'est ton job, tout est dans des cadres. On dit c'est pas mon sujet prioritaire en ce moment. Les codes et les usages, moi je dis souvent, on s'en fout des codes et des usages. On y va. Et on veut faire bien, poli, gentil, machin, ça casse l'audace, ça casse les idées. Trouvons les bons interlocuteurs qui vont aider, le bon réseau, faisons réseau aujourd'hui. Et après, demain, vous avez un employeur de santé qui commence à se poser des questions, à ne pas être bien, vous appelez d'un nous, il vous renverra vers quelqu'un qui va bien pour sauver le truc. Le bouche à oreille, Après, il faut se mettre aussi à leur place. Ce matin, quand je présentais les métiers industriels et informatiques, les clients dont on parle depuis tout à l'heure, qui sont au bout, des Airbus, des chantiers de l'Atlantique et autres, ils ont des normes qui font qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a des délais de livraison, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a une exigence qualité, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a quand même beaucoup de critères qui font qu'ils ont des fois l'impression que faire un pas de côté pour amener un peu d'humain, ça va être trop compliqué dans leur système. En fait. Et c'est là où nous, quand on connaît un petit peu les deux, on arrive à les faire changer un petit peu. Voilà. Mais on ne peut pas changer un petit peu, mais on ne pourra pas changer le monde, mais ça y est, je vais réussir à glisser le coup du colibri. Mais faisons notre part, quoi. C'est bien. On va aller grignoter un truc et boire un verre alors. Merci à vous.